bonsoir et bienvenue à cet épisode des Monstres dans le placard invite. Donc ce soir, c'est une formule assez particulière. Bonsoir, Jean-François Morin est avec moi et Simon Trudeau, bien sûr. Oui, je ne suis pas habitué de voir double comme ça. Non, c'est ça, ça arrive quand on a des petits pépins de technologie, on improvise, on est bon là-dedans. Alors simplement, on a invité notre invité chez moi pour pouvoir vous parler des aliens, en fait, des extraterrestres et de plein de choses entrées à l'espace et au cosmos, n'est-ce pas? Oui, et en même temps célébrer la fin du confinement qui nous empêchait de faire ça pendant si longtemps. Eh oui, Ah oui. absolument, parce que là, on est à moins de 2 mètres pour des raisons de caméra d'ordinateur. Je pense que vous êtes à moins La de caméra. deux Ça me pieds. permet surtout de profiter du micro à Sab. Voilà, un micro qui est caché pour ceux qui nous voient. Alors, Jean-François Morin, qui est notre invité du mois, et pas le moindre, n'est-ce pas? Parce que tu as un passé assez hétéroclite, mais qui nous ramène quand même à l'espace. Es-tu capable de nous faire un petit pedigree? On va le faire ramener, en tout cas. Je vais commencer par ma formation académique. Moi, j'ai ma maîtrise en analyse des politiques publiques. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Eh ben, c'est comme donner un bulletin à un enfant d'école, seulement là, on le donne pour des programmes gouvernementaux. Alors, oui, ça existe, ces choses-là. Et là, j'ai fait des cours de statistiques à travers ça. J'ai jamais pratiqué de façon professionnelle là-dedans, par contre. Mais bon, j'ai quand même gardé un bagage avec tout ça. Et là, moi, je mets le chapeau de statisticien ce soir. Oh! Les statisticiens en rapport avec l'espace. Absolument. En fait, on va parler de la probabilité d'avoir de la vie ailleurs que sur Terre. Donc, quand on parle de probabilité, on parle de statistiques. Donc, on va probablement zioter du côté des équations de Drake dont on a parlé à l'émission. Oui. OK, très, très bien. Pour ceux qui manquent certaines notions, je vais, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je ne me gênerai pas parce que moi, je suis très humble là-dedans. Je trouve ça super intéressant, mais c'est un univers que je connais un peu moins. Alors, je serai défendresse des gens qui sont nouveaux dans le sujet. Puis, si jamais vous avez, justement, on parlait de l'équation de Drake, c'est ce genre de choses que si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous référer à notre épisode sur les extraterrestres d'avant où on en parle puis on le vulgarise aussi. Voilà. Excellent, excellent. Déjà, Jeff, moi, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'espace et non seulement à l'espace, mais à l'espace du point de vue statistique. À la base, je m'intéresse à l'espace depuis longtemps, mais je ne sais plus depuis quand, mais c'est un thème récurrent dans ma vie, là. Mais je suis un fan de Star Trek à la base, là. Écoute, moi, je me suis quand même posé la question, coudonc, avoir une galaxie avec plein d'autres traces développées, comme ça, avec une civilisation développée, c'est-tu réaliste? Est-ce qu'un jour, l'humanité va être confrontée à ça pour vrai? Y a-t-il des chances que ça arrive? Et en termes statistiques, y a-t-il des chances que ça arrive? Avant de sauter aux conclusions, on va faire plus de popote que ça un peu, là, quand même. Là. Mais quand même, je tiens à dire, tu es un fan de Star Trek, ça permet, j'imagine, aussi d'être fan de, tu sais, moi, je suis une grande fan de plein de trucs fantastiques. On est deux geeks de Donjons Dragons, Simon et moi. Je pense que ça nous amène aussi à penser à et si ça existait? Il me semble que ce serait le fun. Il me semble qu'est-ce qui pourrait amener que. C'est ce qui fait aussi la base de l'émission, tu sais, les racines, c'est qu'on cherche la provenance culturelle de la bébite et de pourquoi les créatures fantastiques sont dans notre imaginaire. C'est parce que le mot-clé imaginaire. Et voilà. On voulait qu'il soit dedans ou on a alimenté un peu ça d'une façon ou d'une autre selon le contexte et l'époque. Donc, mais on parle d'imaginaire, mais aussi quelque chose auquel l'imaginaire humain est fortement confronté lorsqu'on parle d'espace ou de galaxies, d'univers, c'est qu'on n'a pas la mesure. En fait, on n'a aucune idée de l'ampleur que ça a ou des chances que telle chose arrive dans l'univers. Et c'est pour ça que moi, je trouve que l'aspect statistique que tu amènes aujourd'hui est intéressante et j'aimerais ça que tu nous en parles un peu, savoir quelles sont les statistiques que nos auditeurs devraient avoir en tête lorsqu'ils s'intéressent à la question de l'espace. Écoute, on va commencer doucement, là. En fait, c'est pas vrai. Je vais commencer avec une déclaration choc. Oh! Prêt.
Ça fait environ 100 ans qu'on tente de communiquer avec une possible civilisation extraterrestre. OK. Choc! Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans? Ben, on a commencé à communiquer avec des ondes radio à ce moment-là. Et les ondes radio, ça ne fait pas juste aller de l'émetteur vers le récepteur. Ça va partout, dans tous les sens. Ça se garoche partout. Ça continue son chemin vers le ciel et au-delà. Et les messages qu'on envoie, ben, ils se retrouvent dans l'espace. Ils continuent leur chemin à la vitesse de la lumière dans l'espace. Donc, si jamais il y a d'autres chercheurs extraterrestres qui veulent capter nos messages, c'est possible en théorie. En théorie. Mais en pratique? C'est que j'ai dit que ça voyage à la vitesse de la lumière, sauf que la vitesse de la lumière, il va falloir désapprendre quelque chose à propos de la vitesse de la lumière. On dit souvent que ça va vite, cette chose, mais à des échelles astronomiques, on est dans quelque chose d'autre. Là. Il va falloir... D'abord, c'est quoi la vitesse de la lumière? On va essayer de se représenter ça. Là. La distance entre le Soleil et la Terre, la lumière prend 8 minutes à parcourir ça. Okay, Autrement dit, si un jour notre Soleil explose, on va le savoir 8 minutes plus tard. Mais ça n'arrivera pas. On va se croiser les doigts. OK. Pas tout de suite. Il n'y a pas une instantanéité, c'est ça que je veux dire. OK. Oh, oui. Et si on va à une autre échelle de distance, l'étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure, c'est à 4 années-lumière. Là, on passe de 8 minutes à 4 années. Vous voyez, là, on est déjà dans une autre échelle de distance. Et là, si on parle de la galaxie dans laquelle nous sommes, là, on parle de 100 000 années-lumière de diamètre. Nous, ça fait 100 ans qu'on envoie des messages dans l'espace à la vitesse de la lumière. Donc, les messages les plus lointains sont à 100 années-lumière. Ce qui est déjà dépassé, c'est déjà dépassé Alpha du Centaure, pas mal. Oui, ça rejoint déjà un bon nombre d'étoiles, mais ça reste 1/1000 du disque galactique, du diamètre galactique. Donc, en 100 ans, on a recouvert cette zone-là. On a recouvert le petit voisinage immédiat, là, en quelque sorte. OK. Ouais. Puis, c'est ça. Là, c'est intéressant après de savoir comment... pendant combien de temps qu'on va émettre des messages comme ça? Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas arrêté il y a 100 ans. On a continué depuis. On en envoie non-stop depuis. On va continuer à en émettre. Mais pendant combien de temps? Ça dure combien de temps, notre civilisation? Ça, c'est une question que je pense que... J'espère que tu n'as pas une statistique pour ça à soi. On n'en a aucune, non. Et ça, Okay. mais ça va être le drame de la soirée. Là. On va toujours supposer des choses, mais on n'a jamais assez de données pour vraiment conclure quoi que ce soit de solide. Ça, c'est le drame de l'estimation d'une possible vie ailleurs. Parce que nous, on connaît juste un seul cas de vie, c'est celle qu'il y a sur Terre. Et on va généraliser à partir d'un seul cas, ce qui n'est pas bon du tout en statistique. C'est exactement le contraire de ce qu'on essaye de faire en statistique. Mais on n'a pas le choix, c'est ce qu'on a de mieux. Moi, je trouve ça rassurant d'avoir un statisticien pour nous parler de l'espace parce que je sens comme une vérité des données qui sont compilées. C'est moins... c'est pas dans les airs, là. On n'est pas en mode conflit. On garde les pieds sur terre. Oui, c'est ça. Je trouve ça bien, moi, comme invité. On aurait pu avoir quelqu'un qui a un petit chapeau en aluminium, là, puis c'est pas toi. Merci. En tout cas, pas maintenant. Peut-être. Je sais pas. Et donc, OK, je vais... Tu as déjà commencé avec des révélations choc. Moi, je vais dans le vif du sujet. Selon ce qu'on sait, et donc, sachant que ça fait 100 ans qu'on émet, on ne sait pas encore pendant combien de temps on va émettre. On va dire un autre 100 ans minimum. On va dire un 200 ans d'émission de radio. Quelles sont les chances que nous soyons vus et entendus? Écoute, je vais lancer un exemple que j'avais en tête. Supposons qu'on émet des ondes radio pendant 10 000 ans. Oh, wow, OK, oui. Très optimiste, c'est bien. Ouais, j'avoue, là, avec ce qu'on entend ces temps-ci, ça ne me rassure pas, moi non plus. Notre âge de la galaxie, ça serait quoi à peu près? On va dire à peu près 10 milliards d'années.
Les galaxies, ça commence tôt dans l'histoire de l'univers. Là, je pense que 10 milliards, ça a du sens. Donc, pendant 10 000 ans, sur 10 milliards d'années, on a lancé une espèce de pitch-note là, dans l'espace. 10 000 ans sur 10 milliards, ça c'est... Supposons que c'est la timeline de la galaxie, là. Là, je fais comme si que je montrais un poisson d'un pêcheur, là. Mais, supposons que, moi, écoute, un cheveu ne serait pas assez mince pour décrire le micro-intervalle que j'essaie de montrer, là. OK, bon. On n'a pas... Il faudrait qu'il y ait des civilisations en même temps sur la timeline pour qu'il y ait une interaction possible. Mm-hmm. Et là, déjà, là, on parle d'un millionième. On occupe 1 millionième de la timeline. Là. Mm-hmm. Et déjà, là, c'est pour ça que quand tu as parlé de l'équation de Drake l'autre jour, il y avait une dernière variable qui avait été ajoutée, c'était celle de la durée de la civilisation. Alors, c'est là qu'elle prend tout son sens. Parce qu'on occupe une petite portion de la timeline de l'histoire de l'univers. Donc, non seulement il n'y a peut-être pas personne proche, mais c'est surtout qu'il y a peut-être personne proche maintenant. Donc, il y avait peut-être du monde avant, il va peut-être en avoir après, mais pas en même temps que nous. Mais pour espérer une interaction, il faut non seulement être proche dans l'espace, mais proche dans le temps. Mm-hmm. Et c'est là que ça vient ajouter une improbabilité de contact, j'oserais dire, là. Je suis pas. Écoutez, je suis quand même un peu comme tout le monde. Là. Moi, j'aimerais ça qu'un jour, on ait une preuve de vie extraterrestre, puis une preuve d'intelligence extraterrestre, ça serait vraiment big comme histoire, là, mais je suis plutôt du genre à modérer les attentes de ce côté-là. Là. Oui, parce que aussi, la preuve de vie ne veut pas dire une preuve d'intelligence. Tu sais, ça peut être une bactérie, ça peut être une petite chose aussi. Donc, à ce moment-là, ce serait quoi l'intérêt pour cette créature-là de nous contacter, même si elle a-t-elle conscience de la tentative? Encore là, juste ça fait que une forme de vie, c'est quelque chose, une forme de vie intelligente, c'est autre chose aussi. Là. Oui, mais ça fait partie de l'équation, justement, l'équation de Drake, qui dit que même s'il y a de la vie sur d'autres planètes, et même si c'est très fréquent, on n'est pas sorti de l'auberge parce que les chances qu'une civilisation émerge de ça, et une civilisation qui a simplement le goût d'aller vers l'espace, c'est extrêmement mince. Mais je vais ajouter quelque chose là-dessus, mais ça, c'est un avis un petit peu personnel, je trouve. Ce que beaucoup de gens vont dire à propos de l'éclosion de la vie, c'est que sur Terre, sur l'histoire de la Terre, encore là, notre seul échantillon, la vie est apparue très tôt, genre tout de suite. La vie simple, bactérienne. Mm-hmm. Ce qui fait dire que il semblerait que la vie apparaît assez facilement. Mais moi, là où j'ai une appréhension, c'est que on ne sait pas vraiment comment la vie a démarré sur Terre. Il y a un chaînon manquant quelque part. Il y a des hypothèses. Il y a plein de chercheurs qui ont des idées là-dessus, mais il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas, une certitude scientifique qui s'est construite autour de ça. Et cette question-là n'est pas réglée. On ne sait pas comment la vie a pris naissance à la base. Fait qu'on n'a aucun moyen, statistiquement, de savoir à quel point c'est probable juste ça. Encore là, statistiquement, je vous dirais, écoutez, on prend encore le seul échantillon qu'on a. La vie est apparue tout de suite sur Terre. Mais j'essaie de vous dire à quel point c'est fragile comme construction, ce qu'on va faire ce soir. Mm-hmm. C'est très fragile. C'est correct. On est là pour informer, on est là pour questionner aussi, je pense. Puis les gens, déjà, ça nous ramène un peu plus peut-être vers tout ce qui est scientifiquement prouvé ou ce qui est les statistiques et tout. Moi, je trouve que ça détruit une couple de mythes quand même que tu sois là ce soir. On est là pour péter des mythes ce soir. Là. Voilà, avec plein Mythbuster version spatiale. Oh voilà. Yeah! C'est parfait. Les plus grosses explosions! Piou, 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 piou.
Oh yeah! OK, ben, commençons cette construction d'ailleurs. Par où devrions-nous commencer si nous cherchons de la vie extraterrestre dans le cosmos? Par quoi devrions-nous commencer? Alors, on va se référer à notre chère équation de Drake. Tu sais pourquoi il a construit cette équation, en fait? Hey, je ne suis même pas sûr pourquoi Drake lui-même construit cette équation. Ben, il avait son idée de pointer des radiotélescopes dans l'espace pour essayer d'écouter d'éventuels messages, mais ça lui prenait de l'argent pour ça et il fallait avoir une façon un peu convaincante de dire voilà les probabilités de tomber sur un message extraterrestre. Alors, ben voilà, il a construit cette équation-là. C'est comme l'ancêtre du Kickstarter. Mais ça voudrait dire qu'il était quand même confiant qu'en bout de ligne, la statistique qu'il allait obtenir ne serait pas pire. Cette équation, c'est pas la partie science de cette équation-là. Cette équation-là, c'est juste des maths et ça va plutôt proposer une démarche. OK. Parce que, comme tu l'as dit l'autre jour, je vais rappeler un peu les termes, au moins si tu veux le faire. Là. Vas-y. C'est la star ce soir. On parle du nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie. Puis de celle-là, on estime la proportion des étoiles qui ont des planètes autour. Et de celle-là, on estime la proportion qui sont habitables par la vie, selon la définition qu'on connaît. Je vais arrêter d'en rajouter des parenthèses, on finira pas. C'est correct. Non, mais ça va. Je pense que on comprend l'utilité, le besoin de. De cette proportion-là, lesquelles planètes où la vie va effectivement être là, de cette proportion-là, lesquelles vont avoir une civilisation avancée, de cette proportion-là, lesquelles vont communiquer avec des ondes radio. Nous, on est les heureux gagnants de cette condition. On a vraiment gagné à la loterie spatiale, là, mine de rien. C'est ça. Moi, j'ai toujours dit qu'on a gagné, c'est comme gagner 10 fois de suite à la loto, le gros lot. Mais quand même. Donc là, OK. Là, je reviens au début de l'équation. Mais avant, tu as ajouté tout à l'heure la notion aussi de temps. Que toutes ces choses-là arrivent en même temps que nous. Effectivement, on l'a rajouté par la suite. Ça. La première version de l'équation ne contenait pas le facteur temps, mais on l'a ajouté par la suite. C'est combien de temps que ça dure une civilisation? Voilà. C'est vrai. Ça ramenuise encore un peu les possibilités. Ouais, de beaucoup, je trouve, en tout cas. Alors, on va retourner au début de l'équation. Nombre d'étoiles. Dans notre galaxie, on estime ça environ à 400 milliards. Jusqu'à maintenant, c'est un bon échantillon. Et là, on se dit, il y en a beaucoup, il y en a un tas. Alors, c'est sûr qu'il doit se passer quelque chose à quelque part. Peut-être. Oui. Alors, de cette proportion-là, lesquelles ont des planètes. Là, on va commencer la partie science. Parce que on est prêt. La science, c'est l'observation à la base. C'est de collecter des données. Et le nombre de planètes, observer des planètes à l'extérieur de notre système solaire, ça, on fait ça depuis à peu près 25 ans. C'est relativement nouveau dans l'histoire de l'astronomie. On a envoyé un télescope, le télescope Kepler. Il y a plusieurs télescopes spatials, en fait, qui existent, mais la plupart du monde connaît juste Hubble, mais il y en a plus que ça, en fait. Kepler était spécialisé pour observer une région du ciel et déterminer si des planètes passaient devant leur étoile, si une étoile avait une planète qui passait devant. Okay, en enregistrant une différence de luminosité, si infime soit-elle, là, mais c'est immesurable. Et avec cette mission-là, on a déterminé l'existence d'à peu près quelques milliers de planètes, juste avec un télescope comme celui-là. Ah ouais. Puis en plus, ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est qu'il fallait que la planète soit parfaitement alignée vis-à-vis nous devant l'étoile. Oui, c'est ça. Il fallait que ça tourne juste dans le bon angle, ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Là, il fallait que le disque de rotation soit parfaitement aligné à nous. Sinon, si c'était dans l'autre sens, on ne le voyait pas du tout. Et voilà, on sait donc qu'il y en a beaucoup plus que ça. OK. Jusqu'à date, ça va bien.
Jusqu'à date, ça va super bien. On pense, regarde, il y a sûrement une moyenne de quelques planètes par étoile. Là, on vient de multiplier le nombre de 400 milliards par 1000 milliards au moins. Là, ensuite de ça, lesquels sont habitables? Oh, là, ça se gâte. Ouais. Moi, j'ai des flashbacks de Dust Galaxy près de chez vous. Ça n'a absolument pas rapport. Mais Non, ça a pris toute la série pour en trouver. Oui, c'est ça. On a fait l'observation de quelques planètes qu'on pense être des sortes de nouvelles terres, en quelque sorte. Là. Il n'y en a pas en nombre énorme, mais on est capable d'en présumer l'existence avec les données qu'on a. Là. Donc, ça ne serait pas si rare que ça. Là. OK. Un peu quand même, mais... Okay. Mais c'est toujours difficile de mettre une proportion, un chiffre là-dessus. Alors, on s'entend, il faut que ta planète, il faut qu'elle ait de la végétation, de l'eau, de l'atmosphère. Attention, j'ai dit habitable, je n'ai pas dit habité. Ah! OK, mais habitable. Parce que habitable, ouais. Est-ce que habitable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a détecté possiblement de l'eau, de l'oxygène, la bonne température, une gravité pas trop pire. Une pression atmosphérique. Parce que l'eau liquide, il faut qu'il y ait une pression atmosphérique, sinon elle s'évapore. Donc, ça prend certaines conditions. Alors, déjà, on voit un peu plus les critères de sélection. Là. Voilà. OK. Et puis, bon, ceci étant dit, est-ce que la vie va effectivement être là? Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais la vie, on connaît juste notre cas. Là. Est-ce que les conditions qu'on connaît ici, si on les reproduit ailleurs, est-ce qu'automatiquement, on va voir de la vie? On ne le sait pas vraiment, mais on présume que oui. On présume. Donc, la proportion des planètes habitables qui vont être habitées, on ne le sait pas vraiment, mais on va dire, je ne sais pas, moi je lance un chiffre au pif comme ça, on va dire la moitié. Oh, OK. Soyons optimistes. Mais ça, c'est mon pifomètre. Tu as ton pifomètre, tu as ton pifomètre. Écoute, moi, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ben, en fait, je me dis, mais là, ça n'a peut-être pas de sens, là, mais peut-être, je me dis aussi, tu sais, habitable, on parle de pour nous, dans le sens où il y a certains organismes qui pourraient sûrement survivre autrement, avec des conditions différentes, avec peut-être pas nécessairement la même quantité d'oxygène que nous, on en aurait besoin. Je pense à des organismes comme des organismes qui vivent dans l'eau, des organismes qui sont des plantes, des insectes. Là, je regarde juste ce qu'on a ici en échantillon, puis je me dis, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes besoins pour tous les organismes vivants. Mais c'est pourquoi aussi que si, par exemple, on trouvait une preuve de vie sur Mars, passée ou présente, là, ça viendrait dire, oh, il y a une forme de vie parfaitement exotique qui a pris naissance à la porte à côté. Donc, c'est fréquent. Ça laisserait croire qu'effectivement, c'est quelque chose de vraiment facile, là, de bang, ça cogne tout de suite. Là. Et mieux encore, parce qu'il y a quelques lunes autour de Saturne et Jupiter qui sont des candidates pour de la possible vie extraterrestre. Oui, c'est vrai, j'avais entendu ça. La lune de Titan était particulièrement intéressante parce que elle a, à la place de l'eau liquide, elle a du méthane liquide. Il fait un peu plus froid là-bas. C'est mieux parce que sinon, ça sentirait les yeux pourris tout le temps. C'est pas. C'est vrai. Et il y a un cycle d'évaporation, condensation, précipitation, un peu comme sur Terre. Puis il y a des lacs de méthane. C'est un environnement qui rappelle probablement le plus l'environnement terrestre. Titan. Mais en format très froid et avec du méthane à la place de l'eau. Exactement. Et on pense que c'est possible que la vie aurait pu éclore là-dedans. Mais bon, c'est très théorique encore. Mais si on découvrait un jour une trace de vie sur cet astre-là, ça voudrait encore dire « Oh, attention, là, non seulement la vie éclore facilement, mais là, on a des conditions quand même un peu différentes que sur Terre, où là, ça là, éclot, là. » Ce qui voudrait dire que ça pourrait se passer à plusieurs endroits, puis pas nécessairement des endroits optimaux.
Oui, un petit monde terrestre. Là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça que je voulais dire. OK, fait que tout ça ensemble, ça nous amène jusqu'à la soupe pour la vie. Mais là, la vie, ça, c'est juste la première préoccupation. Ensuite, on veut savoir, est-ce que la civilisation, la pensée, la technologie, est-ce que ça peut évoluer? Et là, mais fouille-moi vraiment qu'on va chercher des statistiques pour ça. Ah ben là, encore là, on se ramène au seul échantillon qu'on connaît. Ah! La vie sur Terre, c'est quoi l'expérience de la vie sur Terre? OK, elle a commencé très tôt, de façon très simple. Elle a commencé à se complexifier beaucoup, d'un seul coup. On ne sait pas trop comment. Il y a des hypothèses encore là, mais pas de certitude. Il y a 600 millions d'années. Ça a l'air gros dit comme ça, 600 millions d'années, mais je vous rappelle que la vie a commencé il y a 4 milliards d'années. Et là, d'un seul coup, on appelle ça l'explosion cambrienne là, dans l'histoire de la biologie. Là. Les organismes se sont complexifiés beaucoup, très rapidement. Et on a commencé à avoir des formes genre de poissons, si tu veux, là, des organismes multicellulaires complexes. C'est là que ça a commencé. Et encore là, on ne sait pas. C'est un peu comme l'origine de la vie il y a 4 milliards. Là, encore là, on n'a pas de certitude sur c'est quoi qui a donné ce boost-là. Là. On pense qu'il y a peut-être eu un effet de mouvement de plaques tectoniques qui a donné des nouvelles contraintes de vie à des espèces, ça a forcé une évolution. En fait, c'est ça l'histoire de la vie. Hein? C'est la challenger suffisamment pour qu'elle évolue, mais pas trop pour qu'elle survive. Et, ce qui explique qu'il y a plein d'espèces qui se sont éteintes aussi parce que c'était plus adapté, je pense, aux tigres à dents de sable qui, à un moment donné, il n'y a plus de mammouth, bon, ben, tes grosses dents, ils ne servent plus à rien, ils font juste te gosser, puis tu ne peux plus manger, bon, ben, tant pis, tu disparais. C'est un peu ça qui est encore là, quand le mammouth disparaît, ben, ça donne la place à d'autres espèces. Absolument. Et c'est là que l'évolution se fait. Ouais. Si les dinosaures étaient restés, je ne sais pas si on serait là, mais... On est quand même bon parce qu'on est mal foutu comme créature dans le wild, là, on s'entend Mais nous, d'une forêt, là, surtout de nos jours, on a encore moins de capacité, à moins d'avoir pris des cours de survie. On s'entend que chance qu'on a notre cerveau. Hein? C'est pour ça qu'on a créé la civilisation. Oui. J'étais sûr que tu allais dire, c'est pour ça qu'on a créé les statistiques. Je dirais, victoire! C'est comme réponse. Alors, la question de départ tout à l'heure, c'était... C'était comment on arrive à calculer la statistique de l'évolution de l'intelligence, de la civilisation, de tout ça? Ben c'est ça. Ça a pris 4 milliards d'années pour qu'on arrive là aujourd'hui où ce qu'on est. On présume que ça prend 4 milliards d'années à partir du moment où la vie commence à être large jusqu'à le super résultat qu'on connaît. Mais voilà, c'est pas solide comme façon de penser, mais quand on parle de statistiques, on parle de données qu'on a. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ben ça va, oui. Fait qu'on présume que ça prend 4 milliards. Le 4 milliards d'années, c'est le tiers de l'histoire de l'univers. Moi, je trouve ça long quand même. Là. 4 milliards, oui, mais notre capacité d'émettre les radios, tu dis, ça fait 100 ans qu'on fait d'émissions de radio, c'est rien. C'est un pet dans l'univers. C'est un pet dans l'univers. Ouais. Mais en parlant de pet, c'est intéressant ça. Cette transition. Est-ce qu'on revient à la planète de méthane? Là? J'ai comme l'impression. Ça me fait penser aux biosignatures. Oui. Très, très Parce que comme façon de détecter la vie ailleurs, par exemple sur Mars, on sait qu'il y a un cycle de méthane dans l'atmosphère. Ça fait quelques années à peine là, qu'on sait ça. Là. C'est assez nouveau. Et c'est saisonnier en plus. C'est vraiment suspect cette histoire-là. Là. Ouais, la présence de méthane augmente selon la saison. Oui, je pense que c'est comme, je ne sais plus si c'est parfaitement une moitié d'année avec méthane puis une autre moitié sans méthane, je suis plus sûr, là, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle une biosignature dans le sens que sur Terre, le méthane, on le produit beaucoup à partir des organismes vivants. Puis voilà, c'est ça. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a des organismes sur Mars qui pètent tout. Non, là, tu sautes trop aux conclusions. Là. Ce que ça veut dire, ça reste une possibilité, mais il y a toujours des hypothèses alternatives.
Ça peut être d'origine géologique, par exemple. En tout cas, mais on ne le sait pas vraiment. Et ça va prendre plus de données, plus d'observations. C'est pour ça qu'on envoie des rovers sur Mars robotisés, on veut absolument essayer de trouver une trace de quelque chose. Peut-être un jour. Si on trouvait, mettons qu'on trouvait sur Mars une trace certaine d'une vie, non seulement une vie unicellulaire, là, mais un squelette, là, de la vie complexe. Là. Mettons demain, là, un des rovers tombe sur un squelette, sur un fossile. Qu'est-ce que ça change dans notre paysage, ça? Autrement dit, tu dirais qu'on a la trace d'une vie complexe. Mettons qu'on a une preuve, dans le fond. Oui, mettons qu'on arrive sur ça. Là. Ouais. Bon, ben, ça voudrait dire que les chances qu'on découvre quelque chose de similaire ailleurs sont vraiment énormes. Vrai. Oui. Ça expliquerait quelque chose sur Mars, mais le cas de Mars viendrait ajouter une donnée parce que la Terre ne serait plus une donnée unique. Là. On aurait enfin un deuxième cas. Et franchement, là, deux planètes côte à côte qui ont développé ça, qui ont développé une vie complexe. Surtout Mars, qui est très différent de nous, quand même. Là, j'imagine que oui, quoique à une certaine époque, c'était peut-être un peu plus similaire. Oui, c'est ça que j'avais lu. Parce que le problème de Mars, il n'y a pas de champ magnétique comme le nôtre. Donc, maximum c'est une autre belle beauté de notre cas à nous. D'ailleurs, j'avais lu sur l'étude, le projet de March 1 là, avec Elon Musk. Là, il voulait envoyer des gens sur Mars. Puis, ce qu'il avait dit, c'est que c'était impossible. Oui, c'était peurant. Hein. Cet homme-là, ça donne pas dans l'eau. Dans tous les cas, les voyageurs étaient bien au courant qu'ils ne pouvaient pas revenir sur Terre. Parce que à cause de l'atmosphère de Mars, ça change tout ton corps. Puis après, c'est impossible de faire marche arrière, sinon tes os deviennent de la jelly. Puis je ne sais plus trop. Là. En tout cas, j'avais lu que c'est catastrophique sur le corps. Là. C'est fini. Là. Fait que tu es obligé, tu es pogné là-bas pour la vie. Là. C'est quand même troublant. Tu veux dire qu'on aurait du mal à s'adapter à la vie sur Terre à nouveau? C'est que tu ne pourrais pas revenir sur Terre jamais. Juste pas de champ magnétique. Tu es bombardé de radiation tout le temps, fait que tu es irradié. Là, ça, c'est une parenthèse à mettre. Là. Pas de champ magnétique, ça veut dire qu'on a les radiations solaires qui nous pètent dessus à 100%. En plus, oui, mais j'avais... En tout cas, il faudrait que je retrouve l'article parce que c'était super intéressant. C'était dans le fond un peu la rencontre des gens qui s'étaient proposés pour faire ce projet-là, qui étaient absolument partants pour être des cobayes, même s'ils risquaient d'en mourir. C'était complètement troublant là, de voir. Mais ils parlaient de ça, que c'est impossible de revenir sur Terre une fois que tu partais là-bas. Là. Moi, je veux qu'on mette ça dans le pool statistique de l'équation de Drake, parce que si sur Terre, on est capable de trouver du monde qui sont volontaires pour aller mourir sur Mars, on est probablement capable de trouver des restes extraterrestres qui le font aussi. Peut-être. Peut-être, mais... Oui, mais encore là, on est le seul échantillon. Je vais tout le temps revenir avec ça, je suis vraiment tannant. C'est ça. Mais écoute, on est une espèce qui aime ça explorer, je pense qu'on est curieux de nature. Et je trouve que, personnellement, moi, je trouve toute cette quête d'une vie extraterrestre, ça en dit plus long sur nous-mêmes que sur ce qu'on peut trouver ailleurs. Là, je pense qu'on est vraiment... c'est beau, ça! C'est qu'au bout du compte, là, on a quand même très peu de certitudes sur ce qu'il y a autour de nous. Il manque encore des certitudes sur notre cas à nous. Alors, c'est très spéculatif, tout ça. Je pense que c'est la chose à retenir. Puis, vous savez, quand on prend l'équation de Drake, là, qu'on dit, OK, il y a tant de proportions, qu'il y a tant de planètes, tant de proportions qu'il y a de la vie, nanana, on peut quasiment mettre les valeurs qu'on veut là-dedans. Là. En ce moment, là, enfin, peut-être les premières sont un peu plus certaines, là, mais quand on va dans c'est quoi la proportion des planètes qui ont une civilisation extraterrestre dessus, puis combien de temps elle va durer? Ça peut être absolument n'importe quoi. Liberté artistique totale. Et donc, Star Trek. Et donc, Star Trek. Mais donc, d'ailleurs,
si on peut conclure, là, je te dirais, là, c'est sûr, on a parlé beaucoup de statistiques. Je trouve ça super intéressant de voir cet aspect-là de l'espace, là, cet aspect-là des probabilités. On n'est pas toujours à jour là-dessus, donc merci beaucoup. Pour toi, donc on pose toujours la question à chaque épisode. Si on parle de l'extraterrestre en général, est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, j'aimerais que tu nous dises une chose que tu aimerais que les gens oublient de cette créature-là et quelque chose que tu aimerais que les gens se rappellent. Donc, ça peut être autant par rapport aux statistiques que ce qu'on vient de dire qu'en général, selon ton amour de Star Trek, il n'y a pas de problème. Je suis très peu convaincu qu'on ait croisé ici des extraterrestres qui sont venus nous visiter. Ça me semble très peu probable. Il y en a qui vont dire, par contre, ouais, mais voyager de la vitesse de la lumière, on peut-tu voyager plus vite que ça? Parce que là, c'est toujours dans l'environnement qu'on spécule à partir de l'environnement qu'on connaît. On fait toujours ça. Peut-être est-ce qu'un jour, on va avoir une technologie qui va nous permettre de nous déplacer beaucoup plus vite? Il y a des chercheurs. Star Trek a généré de l'inspiration pour beaucoup de choses dans la vraie vie. Notamment par un certain rapport à la NASA d'un certain Alcubierre. Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre qui a dit comment ça fonctionnerait un warp drive pour vrai. Et il y a des chercheurs encore qui se pensent là-dessus aujourd'hui. Ça date du milieu des années 90, là, puis il a imaginé comment on ferait une bulle dans l'espace pour dire, ben voilà, on est capable de contracter l'espace devant puis dilater derrière. Si on est capable de faire tout ça, dilater l'espace derrière, la contracter en avant, autrement dit, on ne se déplacerait pas dans l'espace, on serait dans une bulle d'espace qui, elle, se déplace du fait de la déformation de ce qu'on appelle la métrique de l'espace. Là, parce que, OK. Quand je dis métrique, c'est parce qu'un mètre dans un espace déformé, ça ne vaut plus nécessairement un mètre. Donc, il y a une nouvelle métrique. Bon. OK. C'est ça. OK. Mais est-ce que ça se peut? Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que autant contracter l'espace devant, théoriquement, on sait le faire, autant dilater en arrière, ça, on ne sait pas faire. Ah. Donc, on a déjà la première moitié. OK, ça prendrait de la masse négative, une espèce de truc exotique là, qu'on n'est pas capable de faire à grande échelle. Mais ça, je ne suis pas capable d'élaborer plus là-dessus. Là. Écoute, je pense qu'à date, c'est la conclusion la plus complexe que j'ai entendue. Mais donc, moi, ce que je retiens, c'est que jusqu'à maintenant, statistiquement, c'est très peu probable. Mais on commence à avoir des façons de passer à côté. C'est ça que je comprends. Ah, mais écoute, moi, je pense qu'il y a très peu de chances statistiques qu'on ait un cas comme le nôtre ailleurs. Peut-être dans notre galaxie même, je ne suis même pas convaincu. Si tu me dis dans d'autres galaxies, ouais, OK, mais les chances d'interagir avec d'autres galaxies, oublie ça. Là, c'est trop. Là, on parlait d'échelle de distance tout à l'heure. Là, on ajoute une couche là, si on parle d'aller dans d'autres galaxies. Là. Mais c'est ça. Je pense que selon moi, il y a très peu de probabilités. Mais en même temps, il y a tellement de pistes de réflexion qui nous permettent d'envisager plein de possibilités. Alors, moi, je vous dirais, faites chacun votre rêve là-dessus et dormez là-dessus. Wow! Merci, Jean-François Morin. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Simon. Merci à vous. Merci beaucoup. Puis, gênez-vous pas pour nous donner des petits commentaires en votre page si vous avez des suggestions ou si vous avez, bien sûr, envie de nous suivre sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook et YouTube. C'est toujours très apprécié et ça nous encourage à continuer. Et voilà. On vous dit à la prochaine pleine lune. Bye!